Je suis Christopher Lannes, je suis créateur de contenu et vulgarisateur Histoire de France sur YouTube et aujourd'hui je vais vous débunker 5 mensonges sur l'histoire de France. L'armée française ne se serait pas battue contre les Allemands en 1940 ? Oui, alors le premier mensonge de l'histoire, c'est un mensonge très persistant, celui-là je l'aime beaucoup, c'est cette vision de lâche qu'ont eu les Français. Et cette vision-là, il y a le fameux French Surrender, ce sont nos amis anglo-saxons, tu sais, nos alliés qui ont bombardé la France, qui se sont servis de la France comme d'un paillasson, comme disait De Gaulle. Ce sont eux aujourd'hui qui nous traitent de lâche, surtout depuis l'affaire de l'Irak. Oui, la défaite a été fulgurante, elle a été traumatisante, mais ce qu'il faut préciser, c'est que les soldats français se sont bel et bien battus comme des lions. Il y a plein de raisons à la défaite, il y a des raisons démographiques, il y a des raisons d'isolement de la France sur le plan diplomatique, il y a les raisons de retard industriel et surtout l'incompétence du haut commandement qui avait une vision défensive absurde et des méthodes du passé. Mais le soldat français, lui, s'est battu comme un lion. Il y a des exemples que je cite souvent dans mes vidéos. Déjà, dès le début de la guerre, il y a la bataille de Hanut et la bataille de Stone, où là, les Français opposent une résistance farouche aux Allemands, avec des chars qui étaient supérieurs aux chars allemands. Ensuite, il y a évidemment la poche de Lille et la retraite de Dunkerque. À Dunkerque, si les Anglais peuvent se barrer et sauver leur armée, c'est parce que 40 000 Français se sacrifient, littéralement. Il y a 40 000 Français contre toute l'armée allemande, et c'est grâce au sacrifice de ces Français que les Anglais peuvent traverser la Manche. Si les Anglais ne traversent pas la Manche, la guerre est finie. L'Angleterre dépose les armes, elle n'a plus d'armée. Donc là aussi, les Français se sont bravement battus. Il y a aussi un exemple pour l'honneur au-delà du front des Alpes, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on se bat aussi contre les Italiens dans les Alpes, et là aussi, on a fait des miracles. Un exemple pour l'honneur, c'est les cadets de Saumur. C'est fantastique parce que c'est des élèves aspirants officiers qui refusent l'armistice. Ils entendent l'armistice à la radio, ils disent non, on refuse de se rendre. Ils ont rien du tout, ils ont pas de matos, ils ont un canon, je crois, ils ont pas de munitions. Ils refusent l'armistice, ils sont une poignée et pendant 3 jours, ils arrêtent l'armée allemande sur la Loire, juste pour l'honneur. D'ailleurs, ils ont une haie d'honneur de la part des Allemands, ils ont pu rentrer, ils ont pu passer la zone de démarcation sans escorte. Vraiment, c'est ce genre d'exemple qui nous montre que oui, l'armée française s'est battue, le haut commandement a eu ses failles, il y a eu tout un tas de raisons à cette défaite qui a été un véritable traumatisme, mais l'armée française s'est battue. Le bilan pour l'armée allemande de cette bataille de France, c'est 170 000 pertes, ils ont perdu le tiers de leurs blindés, ils ont perdu la moitié de leur aviation, donc on leur a vraiment fait très mal, et c'était pas du tout une promenade de santé. La France a-t-elle vraiment pillé ses colonies ? Alors là aussi, gros mensonge quand on regarde le bilan qu'a été la colonisation, qui a été catastrophique pour la France. Mais la première chose que je voulais dire, et que je veux marteler avant toute chose, la colonisation est une entreprise de gauche. C'est la gauche républicaine qui lance la colonisation, Jules Ferry et toute son équipe, au nom de cette mission civilisatrice de la France. Les guerres de la colonisation, ça commence en 1830, et c'était en réaction au barbaresque et au pillage qui avait lieu sur les côtes de la Méditerranée. Et ça a été des guerres de conquête assez conventionnelles, il n'y a pas eu de génocide, ça n'a pas été le précurseur du nazisme, comme l'a dit Bouteflika, ce sont des guerres conventionnelles que la France a menées de la même manière que les autres pays européens. Parlons de ce fameux bilan économique pour la France, parce que ça c'est l'historien Jacques Marseille qui a fait le travail, et ce qui est fou avec Jacques Marseille, c'est qu'à la base c'est un étudiant marxiste. Il a fait un livre, le mec, pour dire que la colonisation avait été une entreprise rentable pour la France, et au final, il s'est rendu compte en travaillant de ce point de vue-là que c'était faux, et finalement il a conclu le contraire. Et sa conclusion, c'est simple, 170 milliards de francs or de déficit pour l'aventure coloniale française. Donc si tu veux, comme pillage, j'ai connu mieux. Et je vous cite juste un exemple, on achetait les matières premières à nos colonies plus cher que le prix du marché. Par exemple, l'Algérie, on leur achetait en moyenne 61% plus cher les matières provenant d'Algérie, parce que c'était notre colonie, donc on leur proposait des prix plus abordables. Et ça, vraiment, ça a ruiné notre économie pendant des décennies. Ça, c'est le bilan pour la France. Le bilan pour l'Afrique, parlons-en maintenant, puisque on a laissé toutes nos infrastructures sur place. Alors oui, il y avait des infrastructures militaires et économiques, on a laissé toutes les routes, les ponts, les voies ferrées, mais mission civilisatrice oblige, et ça c'était une spécificité française, on a laissé aussi les écoles, on a laissé les hôpitaux, on a tout laissé sur place. C'est simple, c'est comme un divorce si tu veux, où le mec il laisse tout à sa femme, quoi. Il y a la maison, le chien, la télé, la voiture. Et Lugan, Bernard Lugan que j'ai cité tout à l'heure, est très bon là-dessus, parce que pour la question de l'Algérie, on a drainé les sols, on les a fertilisés, on a soigné, on a formé des élèves, on les a scolarisés, on a formé les enseignants, on a vacciné, on a mis fin à la mortalité infantile. L'Algérie, c'est moins d'1 million de personnes avant 1830, donc avant la colonisation, et après l'indépendance, c'est 12 millions de personnes. Macron avait parlé de crimes contre l'humanité, là aussi si tu veux, j'ai connu pire comme crime contre l'humanité. Ça, c'est ces fameux bienfaits de la colonisation dont il est interdit de parler aujourd'hui. Et dernier point, la colonisation a mis fin à l'esclavage en Afrique. L'esclavage, là aussi, c'est un autre sujet, parce qu'il y a un autre mensonge et un gros tabou, c'est sur la question de l'esclavage. On a été les premiers à l'abolir, c'était pas aussi simple que ça s'est fait avec la complicité des chefs locaux
les Africains se vendaient entre eux, hein, ça aussi il faut le savoir. Et aussi la question de la traite arabo-musulmane dont on n'a pas le droit de parler, qui n'est jamais abordée et qui a pourtant été bien plus massive et intense que la traite occidentale qui s'est finie bien plus tard. Napoléon était un tyran sanguinaire, responsable de la mort de millions de personnes pendant les guerres napoléoniennes. De la coalition, parce qu'il faut dire, si on veut être cohérent, que ce sont les guerres de la coalition et non pas les guerres napoléoniennes, même si j'avoue que le nom guerre napoléonienne est un peu plus stylé, donc on va le garder. Sur la question du tyran sanguinaire, ça parle de politique intérieure, Napoléon a très peu de sang sur les mains, très peu d'exécutions politiques, c'est extrêmement rare sous l'Empire. Le duc d'Enghien, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle, et c'était pour raison politique. Napoléon, c'est vraiment quelqu'un qui s'énerve beaucoup, qui rentre dans des colères monumentales, mais qui sévit peu. Napoléon avait une police très performante avec Fouché. Napoléon préférait savoir que sévir. Il préférait toujours l'éloignement, l'emprisonnement pour les cas extrêmes, mais vraiment en matière de politique intérieure, il a très peu de sang sur les mains. Et ma préférée, c'est vraiment Napoléon responsable de la mort de millions de personnes. Alors là, c'est simple, absolument toutes les guerres de la coalition, excepté l'Espagne et la Russie, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire, toutes les guerres sont des guerres défensives. C'est l'Europe qui déclare la guerre à la France, financée par l'Angleterre. Et au final, Napoléon, ces guerres, il s'est contenté de les gagner. Il les a gagnées un peu trop longtemps, parce que Napoléon, c'est un distribueur de fessées. Hein. C'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on lui reproche ça. On lui reproche d'avoir résisté aussi longtemps, parce que ces guerres, c'est une lutte à mort entre la France et l'Angleterre. Rien de plus, d'où le blocus continental. Mais il faut arrêter de présenter les autres pays comme des acteurs passifs. Ils avaient leurs propres intérêts, ils se faisaient aussi la guerre entre eux. L'Autriche lorgnait sur la Pologne, la Russie également, etc. Napoléon s'est contenté de distribuer des fessées à toutes ces coalitions successives. Donc, le juger responsable de ces soi-disant millions de morts, j'avoue que c'est un peu forcé. Les croisades étaient des guerres de conquête assimilables au djihad. Alors, les croisades nous sont présentées aujourd'hui comme des guerres de conquête, des guerres agressives, des guerres d'agression, et qu'on pourrait mettre sur le même plan que le djihad, ce qui pour moi est encore pire. Alors déjà, on va revenir sur qu'est-ce qui cause les croisades. C'est la chute, la prise de Jérusalem par les Turcs seldjoukides en 1078. Et à partir du moment où les Turcs prennent Jérusalem, les chrétiens sur place sont persécutés. Ils étaient déjà au statut de dhimmi depuis le 6e siècle. Ils sont persécutés et les pèlerinages deviennent impossibles. Et ça, pour un homme du Moyen-Âge, c'est absolument inadmissible. Il faut bien se rendre compte de la place que prenait le pèlerinage à cette époque. La deuxième raison qui déclenche les croisades, c'est une raison de fond, c'est l'expansion militaire agressive de l'islam. Parce que dès le 8e siècle, l'islam prend l'Afrique du Nord, qui était une terre chrétienne, c'est la terre de Saint-Augustin. Les musulmans prennent l'Espagne, le Portugal, ils montent jusqu'à Poitiers, je ne vous apprends rien. Et on avait des attaques permanentes contre l'Empire byzantin. D'ailleurs, pendant les croisades, l'Empire byzantin appelle à l'aide. Donc on a deux raisons à ces croisades, deux missions. Une mission spirituelle, les hommes allaient délivrer la Terre Sainte pour que les pèlerins puissent à nouveau accéder au lieu saint. Et la deuxième mission, c'est une mission militaire de réaction à l'expansion agressive de l'islam, qui s'est poursuivie bien après, parce qu'il y a eu la chute de Constantinople. Et ensuite, les musulmans ont déferlé sur l'Europe de l'Est. Et si on compare les deux, les croisades, ça a duré même pas 200 ans. Il y a eu très peu de batailles au final. Il y a une carte animée assez célèbre qui montre le parallèle. C'est sans commune mesure avec le djihad. Les croisades, comme je le disais, c'est un temps très court. Le djihad, ça a duré des siècles. Les croisades sont terminées depuis des siècles, mais le djihad l'est-il ? La révolution a été faite au nom du peuple, de la liberté et contre la tyrannie. Ça, c'est absolument magnifique, c'est un de mes préférés, c'est ce qui structure notre monde actuel. Non, la révolution n'a pas été faite par le peuple, la révolution a été faite par des bourgeois. Ce qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est que la révolution, c'est la prise de pouvoir de la bourgeoisie sur la noblesse, rien d'autre. La République, c'est pas qu'un régime, c'est un changement de civilisation, c'est un changement de paradigme. On arrive à une époque, celle des Lumières, où on veut créer un homme nouveau. Et comme dans tous les régimes totalitaires, on veut forcer cet homme à se renouveler au nom du bien. Et s'il n'est pas d'accord, eh bien, on sait ce qui s'est passé. Ils étaient soit guillotinés, la terreur avec des dizaines de milliers de morts, soit littéralement exterminés, comme ce qui s'est passé avec les guerres de Vendée, avec des centaines de milliers de morts. Ça, c'est la légende dorée de la République qui vient un peu être égratignée. Moi, je m'évertue avec un malin plaisir à le faire, mais la République aime pas trop ça, je dois te l'avouer. Je cite la guerre de Vendée parce que c'est l'exemple le plus frappant, mais évidemment, il y a eu d'autres révoltes en province, comme la révolte des Canuts à Lyon, où on mate l'insurrection au canon. La République s'est montrée très violente pour imposer son homme nouveau, dès que le schéma lui correspondait pas. En gros, moi, ce que je dis, c'est que non, ce n'est pas
pas le peuple qui a fait la révolution. La révolution s'est faite sans le peuple, mais elle s'est même faite contre le peuple. Alors par contre, je nie pas qu'il y avait des aspirations du peuple, hein. C'était pas tout rose avant la révolution, et c'est ce qu'on retrouve dans les cahiers de doléances. Mais le peuple a été très vite écarté de cette révolution, et cette révolution s'est faite sans lui et contre lui. Et Napoléon, pour le placer un petit peu, pour moi Napoléon, ce que j'aime bien, c'est que je trouve qu'il a uni, qu'il a concilié ces deux France, entre guillemets, celle de l'Ancien Régime, et ce qu'on appelle les acquis de la Révolution. Napoléon restaure l'ordre monarchique, tout en conservant justement ses aspirations du peuple et ce qu'on appelle les acquis de la Révolution.